Les membres du cartel des Lusitas se cachent derrière leur camion tandis que les balles ricochent sur la carrosserie. Ils scrutent par-dessus le capot, cherchant l'origine des tirs qui ont déjà tué plusieurs de leurs hommes. Puis, une autre éruption. Un barrage implacable éclate de chaque porte et fenêtre de la maison de ranch devant. Les hommes du cartel ripostent. Ils crient, ils essaient de négocier. Même les grenades ne brisent encore pas l'assaut. Contre qui sont-ils? Avec qui ont-ils joué? Les cartels sont craints pour leur brutalité, leur violence et leur capacité à terroriser des régions entières. Ils semblent invincibles, mais parfois ils choisissent le mauvais combat. Et quand ils le font, ce sont eux qui perdent le prix. Aujourd'hui, sur le Infographics Show, nous allons examiner les moments où les cartels se sont frottés aux mauvaises personnes. En 2010, Alejo Garza Tamés, un éleveur, homme d'affaires et chasseur expérimenté de 77 ans, a acheté près de 5000 acres de terre, le ranch San José, près de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Tamés avait été un travailleur acharné et un homme de plein air toute sa vie, et il avait une excellente réputation dans sa communauté pour son honnêteté et son intégrité. Il avait hâte de passer ses dernières années à travailler dans son nouveau ranch, à seulement un état de sa maison d'enfance à Nuevo León. Mais il y avait juste un problème. De grandes parties de Tamaulipas étaient sous le contrôle du cartel Los Zetas, l'un des cartels les plus brutaux et redoutés de tout le Mexique. Au moment où Tamés a acheté son ranch, ils étaient plus puissants que jamais, venant de surpasser leur rival tout aussi terrifiant, le cartel de Sinaloa, en termes de terres acquises, et ils en voulaient plus. Le 13 novembre 2010, des membres armés des Los Zetas ont approché Don Alejo avec une proposition. Quittez votre propriété dans les prochaines 24 heures, ou vous mourrez. Mais Don Alejo n'était pas du genre à reculer. Il a regardé les membres du cartel et a répondu calmement. « Je vous attendrai ». Tamés savait ce qui allait arriver et était prêt à se battre. Pour protéger son entourage, il a renvoyé ses employés, évitant qu'ils ne soient en pris pour cible. Mais il ne serait pas seul, et il ne serait certainement pas impuissant. Ce que Los Zetas n'ont pas réalisé, c'est que Tamés avait une arme secrète, en fait plusieurs armes secrètes. Chasseur de longue date avec un arsenal de fusils puissants, il a passé la soirée à les charger et les positionner aux fenêtres et portes. Il a renforcé sa couverture, sécurisant les positions de tir pour une protection maximale. Son ranch était devenu une forteresse, rappelant une version beaucoup plus sérieuse et mortelle de Maman, j'ai raté l'avion. Le cartel, fidèle à sa parole, est arrivé le lendemain prêt à tuer Don Alejo. Les États avaient une réputation si redoutable qu'ils sont entrés dans le ranch en tirant des coups de feu en l'air et en annonçant leur arrivée, s'attendant à ce que le vieux rancher prenne la fuite. Don Alejo n'a pas fui. Il a riposté. Les membres du cartel ont tenté de se protéger, sachant que Tamés ne partirait pas discrètement. Malheureusement, Los Zetas s'était également préparé, armé non seulement d'armes à feu mais aussi de grenades. Mais le rancher était plus résistant qu'il n'y paraissait. Il a tiré sur le cartel pendant des heures, protégeant sa maison et les empêchant de s'emparer du ranch. En plaçant des armes à plusieurs portes et fenêtres, Tamés a également jeté le cartel dans la confusion. Il courait entre les armes et les tirait pour donner l'impression qu'il avait sa propre bande de vigilance avec lui, déroutant le cartel sur où et comment viser Tamés lui-même. Ce qui devait être une prise de contrôle éclair du cartel s'est mué en un combat de plusieurs heures. Les tirs incessants ont attiré l'attention des Marines mexicains, qui se sont dirigés vers les lieux. Quand Los Zetas ont réalisé que des renforts arrivaient, ils se sont repliés, laissant derrière eux 6 des leurs, morts ou trop blessés pour fuir. Lorsque les Marines se sont arrivés, plus de 1000 douilles jonchaient le sol à l'extérieur de la maison de Don Alejo. 4 membres du cartel ont été retrouvés morts, 2 autres grièvement blessés, ainsi que Don Alejo lui-même à l'intérieur. Il avait résisté, mais au prix de 2 blessures par balle et d'éclats de grenades qui avaient mis fin à son combat. Pourtant, dans la mort, il avait accompli ce que peu avaient jamais fait. Il n'a pas seulement résisté au cartel, il les a fait reculer. Son dernier combat a abattu 6 hommes des Los Zetas et l'a transformé en légende. Au début, de nombreux médias ont tué l'incident, soit parce qu'ils étaient sous l'emprise de Los Zetas, soit par peur des représailles à la grenade. Milenio a repris l'histoire. Sa propagation fulgurante sur les réseaux sociaux mexicains a fait de Tamés un héros populaire. Un autre Mexicain a choisi d'intensifier sa lutte contre le cartel. Il ne se défendrait plus seul, mais lèverait une armée entière. C'est l'histoire de Hipólito Mora Chávez, l'homme qui ne pouvait pas être corrompu, selon son confrère justicier, le révérend Gregorio López. Au début de 2013, le cartel des Chevaliers Templiers régnait sur le Michoacán, une région sinistrement surnommée la Tierra Caliente, ou la Terre Chaude. Leur emprise elle était totale et leur brutalité incontrôlable.
Beaucoup d'agriculteurs et d'habitants avaient déjà fui, délaissant leurs terres pour trouver refuge. Les survivants vivaient dans la peur constante, contraints d'obéir au cartel sous peine de conséquences fatales. Hipólito Mora, du Michoacán, était furieux contre les envahisseurs de sa maison. Ils enlevaient des jeunes femmes et des filles pendant des mois, harcelaient, agressaient et extorquaient ou tuaient les cueilleurs de citrons locaux. L'économie dépendait largement du citron vert et la population était généralement brutalisée. Mora a dit qu'il y avait des moments où le travail était interdit. Personne n'osait parler car c'étaient des meurtriers. Ils ont commis de nombreux meurtres et menacé les employeurs. Au début, il a essayé d'amener ses dirigeants politiques à prêter plus d'attention à ce qui se passait dans son État. Cependant, comme vous le verrez plus tard dans un exemple encore plus fou, l'État a rarement aidé et a parfois même entravé les locaux qui s'opposaient au cartel. Mora s'est rendu à Mexico pour tenter de rencontrer le président, mais en vain. À court d'options, Mora est retourné à Michoacán avec l'idée de former un groupe de vigilance. Il a réuni des amis et leur a demandé « Que faisons-nous ? Devons-nous attendre qu'ils nous tuent ou nous affament ? Il faut nous battre !» La plupart des gens de sa ville natale de l'Aruana étaient trop terrifiés pour se tenir à ses côtés, mais finalement 5 amis de confiance ont convenu qu'il était temps de riposter. Un membre du groupe d'autodéfense a parcouru la ville pour convoquer une réunion d'urgence afin de discuter de la situation sécuritaire critique. Quand les habitants se sont rassemblés sur la place, beaucoup portèrent des masques, craignant toujours la colère des Templiers. Les paroles de Mora ont éveillé en eux quelque chose de plus fort que la peur, les galvanisant. Il les a appelés à défendre leur communauté, à reprendre ce qui était à eux, et à ce moment-là, 250 personnes se sont avancées prêtes à se battre. Ils se sont rués chez eux pour prendre toutes les armes possibles. Quelques personnes ont impacté les avec des AR-15 et des AK-47, mais la majorité ont été venus avec des fusils de bord de chasse, des carabines pour la chasse aux oiseaux, et tout ce qu'ils pouvaient être trouvé. Cette équipe disparate deviendrait le premier mouvement officiel d'autodéfense au Mexique, les Autodefensas. Les habitants maintenant armés ont enfourché des motos et des vélos, et se sont rendus dans des maisons et des ranchs qui avaient été envahis par les Templiers. Mais à leur arrivée, les résidences étaient vides. Il s'avère que certaines des petites amies des Templiers avaient assisté à la réunion, et elles ont prévenu les membres du cartel de la colère des habitants, sans parler de l'invasion armée imminente. Les Autodefensas ont repris leurs anciennes maisons sans tirer un seul coup de feu. Non seulement cela, mais les Templiers avaient lassé derrière eux de nouveaux moyens de transport chics pour eux, des Mercedes et des BMW qu'ils ont abandonnés à la hâte. Une grande amélioration comparée à leur vélo d'arrivée. Et à la surprise de presque tout le monde, le mouvement a fonctionné. Principalement parce qu'il a également inspiré les mouvements voisins, à commencer une fois que les gens ont vu que les Templiers pouvaient être effrayés par la seule menace d'un soulèvement populaire. Dans la ville voisine de Tipalcatepec, un autre homme nommé José Manuel Mireles Valverde, surnommé le docteur parce que, eh bien, il était docteur, a commencé son propre groupe d'autodéfense. Les vigilants ont barricadé les entrées de la ville, défiant les Templiers d'essayer de les franchir à nouveau. Et ils l'ont fait! Des coups de feu ont retenti lors des raids dans les villes. Le cartel a lancé une contre-offensive pour tenter de reprendre ces bastions perdus. Après l'échec des attaques directes, ils ont adopté une nouvelle tactique, le siège de guerre. Les Templarios ont encerclé les villes tenues par les groupes hors de la clôture, coupant les approvisionnements essentiels. La pénurie de nourriture, d'essence et de médicaments a poussé les communautés au bord du gouffre. En avril 2013, le cartel a riposté avec une force brutale. Lors d'une manifestation, les tireurs des chevalières du Temple ont massacré 12 personnes, principalement des ouvriers innocents pris dans les tirs croisés. Mais une fois que les habitants ont réalisé que les cartels étaient vulnérables, ils sont devenus inarrêtables. Même les résidents de Michoacán qui avaient fui aux États-Unis sont revenus dans la région pour aider les membres de leur communauté. Sur 113 municipalités à Michoacán, 42 ont fini par avoir des groupes d'autodéfense. En 10 mois, le pouvoir des Templiers a été anéanti. Les habitants qui avaient pas quitté la ville des années plus tôt ont commencé à revenir progressivement. Les agriculteurs ont récupéré les terres volées par les cartels. La criminalité a baissé, ramenant une certaine tranquillité dans les rues. Tout cela grâce au courage initial d'Hipólito Mora. Malheureusement, Mora a subi des pertes personnelles lorsque son fils a été tué en travaillant avec les Autodefensas durant l'hiver 2014. Cela a provoqué la fureur de Mora qui a juré de poursuivre le responsable. Cela a fait de lui une cible encore plus grande pour le cartel. Il a déplacé plusieurs membres de sa famille à l'étranger pour les protéger du cartel en attendant une ultime confrontation. L'histoire ne se termine pas bien, car un nouveau groupe de narcos violents appelé le Cartel des Biagres a émergé pour prendre la place des chevaliers templiers dans la région. Le groupe de défenseurs atypiques a été infiltré par les cartels, et en 2023 Hipólito Mora a été tué par des membres du cartel.
Mora était animé par un sentiment d'injustice, estimant que lui et ses semblables avaient été livrés par leur gouvernement au cartel. Il est rappelé comme un héros. Pour d'autres, leur vengeance contre les cartels était plus personnelle. Myriam Rodriguez avait une vie assez normale dans une région du Mexique appelée San Fernando. Mariée et mère de 3 enfants, elle possédait un magasin de vêtements de cow-boy appelé Rodeo Boots, géré avec l'aide de sa fille Karen, âgée de 20 ans. Malheureusement, le cartel des États était très actif à San Fernando, à tel point que le fils de Myriam avait quitté la région pour échapper au danger d'être forcé à travailler pour le cartel, ou de devenir une victime de la violence. Le 23 janvier 2014, Karen conduisait sur l'une des routes de la ville, quand 2 camions l'ont encadrée et l'ont forcé à s'arrêter. Des hommes armés sont sortis des camions, ont fracassé leur chemin dans son pick-up et l'ont kidnappée. Ils l'ont ramenée chez elle, mais sa mère était absente, travaillant occasionnellement comme nounou au Texas. Rodriguez a découvert l'enlèvement de sa fille et est rentré chez elle désespérée. Finalement, la famille a reçu une lettre avec des instructions très précises si elle laissait un paiement, et elles ont fait tout ce que le cartel leur a dit de faire. Ils récupéreraient leur fille. La famille Rodriguez n'avait pas beaucoup d'argent, alors ils ont contracté un prêt auprès de la banque. Le mari de Myriam a laissé un sac rempli d'argent près de la clinique de santé locale. La lettre lui demandait d'attendre Karen au cimetière local. Il a attendu longtemps, mais personne n'est venu. Ses parents ne pouvaient pas accepter cela. Myriam trouverait un autre moyen de récupérer sa fille. Désespérée de voir son enfant, elle a sollicité une rencontre avec le cartel des États qui, surpris, a accepté. Myriam s'est rendue au restaurant local El Junior. Un jeune homme du cartel s'est assis en face d'elle. Il a nié savoir quoi que ce soit sur la fille amante de Myriam et a affirmé que le cartel ne l'avait pas. Pourquoi les trafiquants de drogue mentiraient-ils après tout? Mais il pourrait peut-être l'aider à la retrouver si Myriam lui donnait 2000 $. Myriam a rassemblé l'argent pour retrouver sa fille et l'a remis à un jeune homme. Mais après un certain temps, il a cessé de répondre à son téléphone. Elle a reçu des appels de gens disant travailler avec les ravisseurs, réclamant plus d'argent avant de relâcher Karen. Malgré de nombreux paiements, Myriam a fini par réaliser qu'il n'y avait plus d'espoir pour sa fille. En fait, elle en est venue à la conclusion que Karen n'était probablement même plus en vie. Avec cette prise de conscience, Myriam a changé. Sa douleur s'est transformée en colère. Elle a décidé de poursuivre les personnes qui avaient pris sa jeune fille. Mais elle n'avait qu'une unique preuve pour étayer ses dires. Pendant que Myriam dînait avec le chef du cartel, ce dernier avait un talkie-walkie sur lui. Immobile, elle a entendu une voix l'appeler par son nom, Sama. Avec juste un prénom, elle commencerait à suivre une piste qui la conduirait à faire tomber 10 membres du cartel. Myriam voulait des réponses, mais surtout, elle voulait se venger. Alors elle a commencé une enquête en passant par les comptes de médias sociaux pour trouver la personne qu'elle avait rencontrée, puis pour traquer ses connaissances. Elle a découvert qu'un de ses proches amis tenait une boutique de glace et a décidé de la surveiller. Finalement, elle a vu Sama et l'a suivi jusqu'à chez lui. Myriam a également changé d'apparence pour ne pas être reconnue, en coupant ses cheveux courts et en les teignant en rouge vif. Elle a demandé de l'aide aux autorités, mais sans surprise, elles ont peu aidé. Déterminée, elle a enfin trouvé un fonctionnaire fédéral prêt à agir. Le fonctionnaire a retrouvé Sama, qui a vite craqué lors de l'interrogatoire. Il a donné les noms des autres membres du cartel, y compris ceux responsables du meurtre de Karen, et a même révélé l'endroit où elle avait été tuée. Des restes de Karen ont été retrouvés plus tard dans une planque du cartel, confirmant tragiquement son destin fatal. Mais ce n'était pas la fin pour Myriam. Elle trouverait chaque membre du cartel responsable de la mort de sa fille, malgré le danger. Je m'en fiche s'ils me tuent. Je suis mort le jour où ils ont tué ma fille. Sa capture la plus célèbre d'un membre de cartel s'est déroulée près de la frontière américano-mexicaine. De nombreux membres du cartel ayant enlevé sa fille avaient tenté de refaire leur vie sous de nouvelles identités, dont un homme qui vendait des fleurs près de la frontière. Myriam le savait parce qu'elle avait passé une année à le traquer pour l'atteindre, devenant essentiellement sa super harceleuse. Elle a fouillé sa présence en ligne, interrogé d'anciens associés criminels et porté des déguisements pour tromper ses proches afin qu'ils révèlent des détails sur lui. Quand elle l'a trouvé, elle est allée au pont où il travaillait, portant un trench coat, une casquette et un pistolet dans son sac. Cependant, l'ancien membre du cartel, ayant reconnu Myriam à son arrivée, s'est enfui en courant. À 56 ans, Myriam Rodriguez n'était pas sur le point de le laisser s'échapper à nouveau. Elle s'est élancée à sa poursuite, réduisant implacablement la distance. Elle l'a attrapé et l'a jeté sur les rails du pont. Puis, pour le garder en place, elle a sorti son arme, l'a pointée sur lui en grondant que s'il bougeait, elle tirerait. Elle a appelé la police, qui est venue 1 heure plus tard pour l'arrêter. D'autres membres du cartel sous de fausses identités ont également été arrêtés et mis en prison par Myriam.
Ils s'étaient déguisés en vendeurs de voitures, chauffeurs de taxi, babysitters, tout sauf des membres de cartel. Myriam avait cependant plus d'un tour dans son sac. Rodriguez était devenue experte en tromperie, changeant sans cesse de coiffure et d'apparence pour ne pas être repérée. Elle se faisait passer pour des sondeurs, des travailleurs de la santé, voire des responsables locaux, tout pour obtenir les informations dont elle avait besoin. Mais sa poursuite implacable de la justice a fait d'elle une femme marquée. Le jour de la fête des mères au Mexique, la tragédie a frappé. Rentrant chez elle en béquille, se remettant d'un pied cassé, des hommes armés du cartel récemment libérés de prison l'attendaient. Ils lui ont tiré dessus, la tuant près de sa porte d'entrée. Jusqu'à présent, ceux qui ont défié les cartels ont fait preuve d'un courage inspirant, mais beaucoup ont également connu des fins tragiques. Cependant, il existe dans la ville de nouveaux groupes d'autodéfense qui sont toujours actifs, et ils proviennent de groupes inattendus et historiquement marginalisés de la société mexicaine, les femmes et les peuples indigènes. Le premier est Tan El Machete. Les peuples indigènes du Mexique ont été discriminés par rapport à la population blanche et métisse. Ils sont également plus souvent victimes de la violence des cartels, car ils sont plus susceptibles de vivre et de travailler dans des zones rurales contrôlées par les cartels, et où ils mènent leurs opérations. Et la société dans son ensemble les défend moins que les autres. Dans la ville de Pantelo au Chiapas, le conflit entre le cartel local Los Herrera et les groupes indigènes atteindrait son paroxysme en 2021. Les habitants locaux n'aimaient pas Los Herrera, parce qu'ils les soupçonnaient, à juste titre, d'avoir infiltré le gouvernement local. Los Herrera n'aimait même pas les accusations. Alors un jour, le gang a assassiné un homme indigène dans son propre champ. Ils espéraient que cette violence intimiderait et ferait taire leurs détracteurs. En fait, le contraire se produirait car, comme il s'avère, Los Herrera avaient sous-estimé leurs adversaires et s'étaient donc clairement frottés aux mauvais villageois. Les habitants armés ont affronté Los Herrera, entraînant une fusillade mortelle pour 2 membres du gang. Motivé par cette petite victoire, un homme local a fait une vidéo en Tzotzil, la langue indigène majoritaire, qui est devenue virale. La vidéo montre clairement que la communauté locale prendra soin d'elle-même avec des membres armés travaillant pour la défense du peuple de Pantelo contre les narcos. Le nouveau groupe se nommerait El Machete. Vive! El Machete et Narcos Dehors étaient peints sur les bâtiments autour de la ville. Les rangs du groupe et de leurs collaborateurs ont gonflé à quelques milliers, armés de tout ce qu'ils pouvaient trouver. En juin de cette année-là, les tensions se sont transformées en une guerre totale entre El Machete et Los Herrera, transformant la ville en champ de bataille. Des fusillades dans les rues ont forcé des milliers de résidents à fuir, espérant pouvoir un jour retourner dans un foyer plus sûr. En réaction, l'armée et la police mexicaine sont intervenus pour rétablir l'ordre, mais le chaos les a également touchés. Certains officiers ont été pris dans la ligne de tir et blessés par les propres tirs d'El Machete. Cela n'a fait qu'accroître la désapprobation du gouvernement envers le groupe de vigilantes, remettant en question leur rôle de protecteur ou de simple faction armée attisant la violence. El Machete s'est retiré, indiquant ne pas vouloir blesser d'innocents. Progressivement, les habitants sont retournés en ville. El Machete a organisé un petit tour d'honneur pour ses membres, avec environ 15% de la ville, soit 3000 personnes, les acclamant. Alors que les habitants revenaient, des soupçons ont émergé sur la présence de membres du gang parmi eux, revenant pour récupérer leurs anciens biens. Sachant que les forces de sécurité de l'État ne resteraient pas en ville indéfiniment, et réalisant qu'ils ne pouvaient pas laisser tous leurs efforts tomber à l'eau, El Machete a juré qu'il ne laisserait jamais Los Herrera reprendre pied dans leur ville. Alors, le 26 juillet, ils ont lancé une massive attaque de style Blitzkrieg pour éliminer toute trace de Los Herrera qu'ils pourraient trouver. Les membres d'El Machete ont dévasté toutes les propriétés de Los Herrera, saccageant et détruisant tout ce qui appartenait à l'organisation criminelle. Un homme a dit « Nous avons laissé les maisons des narcos et des assassins de la même manière qu'ils ont laissé nos membres de famille quand ils les ont tués ou volé leurs terres. » Malgré les critiques de certains, dont l'ex-président mexicain Obrador, envers El Machete et ses méthodes, de nombreux habitants considérant le groupe comme leur seule protection. Les membres d'El Machete ont souligné que leur vigilantisme n'était qu'une réponse à la violence constante qu'ils subissaient de la part des cartels. Une fois Pantelo libéré du crime organisé, des assassins et des trafiquants de drogue, nous, défenseurs du peuple, prendrons notre retraite car nous ne cherchons ni pouvoir ni argent. Peu de mise à jour sur les activités dans la région depuis, signifiant, espérons-le, un retour au calme. Peut-être qu'un autre groupe de justiciers, cette fois à El Torero, Michoacán, et oui, vous avez probablement remarqué que cet état a plus que sa part de problèmes de cartel, réussira à chasser le cartel de leur ville natale. Mais ce groupe est différent, composé presque entièrement de femmes. La violence des cartels contribue à décimer la population masculine des communautés touchées. Les hommes sont tués, kidnappés,
forcés à entrer dans la vie des cartels, ou finissent par rejoindre les cartels par désespoir et par manque d'autres travaux rentables à faire dans la région à cause de l'ingérence des cartels. Comme mentionné précédemment, Michoacán, appartenant à la Tierra Caliente, n'est pas uniquement célèbre pour la violence de ses cartels. C'est aussi le plus grand exportateur mondial d'avocats et de citrons verts. Mais les cartels se sont profondément enracinés dans l'industrie agricole de la région, siphonnant les profits des agriculteurs locaux et des cueilleurs de citrons verts. Pour beaucoup, cultiver et vendre ces produits devrait mener à la prospérité. C'est une autre industrie contrôlée par les cartels, où les revenus sont volés sous la menace d'une arme à feu. Le cartel de Jalisco est la plus grande menace à El Torero, et a causé beaucoup de souffrances et de dommages. Le fils de 29 ans de Eufrésina Blanco Nava, l'une des vigilantes, a été enlevé par le cartel de Jalisco. Aujourd'hui, elle ignore s'il a été tué ou forcé de travailler pour eux. Une femme a rejoint le groupe de vigilantes après l'enlèvement de sa fille de 14 ans. Le cartel de Jalisco a peut-être pensé que kidnapper un enfant inspirerait la peur à sa mère et aux autres membres de la famille. Mais au lieu de cela avait rendu sa mère en colère et déterminée à rendre sa ville sûre. Les femmes ont dit « Nous allons défendre ceux qui nous restent, les enfants qui nous restent, avec nos vies. Nous, les femmes, sommes lasses de voir nos enfants, nos familles, nos proches et nos maris disparaître. Ils nous les prennent. Rien ne les empêchera de poursuivre la justice, même pas la grossesse, ou le fait de devoir porter des tout-petits sur leur dos, pendant qu'elles patrouillent leur communauté avec des fusils. » Selon les journalistes ayant échangé avec les locaux, le groupe de vigilantes compterait une 50aine de femmes. Déterminées à transformer leur ville en une forteresse, elles ont creusé des tranchées, démoli des routes et bloqué des voies clés menant de Jalisco, le bastion du cartel, rendant presque impossible l'arrivée d'ennemis. Elles ont même construit un char fait maison, en soudant des plaques d'acier sur un camion robuste, le transformant en une forteresse mobile. Toutes les routes de terre encore praticables sont régulièrement patrouillées par des femmes armées, prêtes à défendre leur ville à tout prix. Beaucoup ont déjà perdu des proches à cause du cartel et refusent d'en perdre plus. Saviez-vous que des citoyens mexicains ont riposté contre les cartels? Quelle est l'histoire la plus folle que vous ayez entendue? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. En attendant, découvrez les méthodes de torture les plus brutales des cartels mexicains, ou cette vidéo juste ici.